Un neurone et un globule blanc contiennent exactement le même ADN hérité des deux mêmes parents. Pourtant, l'un pense, l'autre combat les infections et aucun des deux ne ressemble à une cellule de peau ou de foie. Comment des cellules génétiquement identiques peuvent-elles devenir aussi différentes? La réponse ne se trouve pas dans la séquence de l'ADN elle-même, mais dans une couche d'instructions supplémentaires posée au-dessus du gène, le code épigénétique. Dans ce reportage, on va tout comprendre avec précision, y compris ce que des chercheurs français ont découvert dans ce domaine. Tout est vérifié. Précision avant de commencer. Les molécules dont on va parler sont invisibles à l'œil nu. Ce reportage utilise donc un mélange honnête de vraies photographies de chercheurs, de vraies expériences historiques et de vrais schémas scientifiques publiés par des universités et des laboratoires, tout libres de droit sur Wikimania Commons. Aucune image n'est inventée ou générée artificiellement. Quand un schéma est utilisé, il vous sera toujours présenté comme tel. Le mot épigénétique est inventé en 1942 par l'embryologiste britannique Conrad Waddington. Il cherche un terme pour décrire tout ce qui se passe entre le génotype, c'est-à-dire les gènes hérités, et le phénotype, c'est-à-dire l'organisme final avec toutes ses cellules spécialisées. Il forge le mot à partir du grec épi, qui signifie au-dessus. L'épigénétique, littéralement, c'est donc ce qui se joue au-dessus du gène, la manière dont un même texte génétique peut être lu, interprété et exprimé différemment selon les cellules. Pour illustrer son idée, Waddington imagine une image restée célèbre, une bille qui roule le long d'un paysage vallonné. Chaque vallée représente un destin cellulaire possible. Neurones, cellules musculaires, globules rouges. Une fois qu'une bille est descendue dans une vallée, il devient très difficile pour elle d'en remonter et d'en choisir une autre. Sous ce paysage, des fils invisibles reliés à des piquets représentant les gènes façonnent le relief. C'est une métaphore, pas un schéma moléculaire, mais elle décrit remarquablement bien ce que l'on sait aujourd'hui de la différenciation cellulaire. Aujourd'hui, les scientifiques définissent l'épigénétique de façon plus stricte, l'étude des changements de l'activité des gènes qui se transmettent lors de la division cellulaire sans qu'aucune lettre de la séquence d'ADN ne soit modifiée. Autrement dit, le texte génétique reste rigoureusement identique d'une cellule à l'autre. Ce qui change, ce sont des marques chimiques déposées sur l'ADN et sur les protéines qui l'entourent, des marques qui déterminent si un gène est accessible et actif, ou au contraire verrouillé et silencieux. Le mécanisme épigénétique le plus étudié s'appelle la méthylation de l'ADN. Des enzymes spécialisées, les ADN méthyltransférases, accrochent un petit groupe chimique, un groupe méthyle, directement sur une base cytosine de l'ADN, en général lorsqu'elle est suivie d'une base guanine. Cette étiquette chimique ne change rien à l'information génétique elle-même, mais elle signale aux protéines de la cellule qu'un gène doit rester éteint. C'est l'une des marques épigénétiques les plus stables et les mieux conservées chez la plupart des espèces vivantes. Chaque cellule humaine contient environ 2 mètres d'ADN qu'il faut pourtant faire tenir dans un noyau de quelques millièmes de millimètre. Cette prouesse est rendue possible par les histones, des protéines en forme de bobine autour desquelles l'ADN s'enroule. L'ensemble ADN plus histone forme une unité appelée nucléosome, la brique de base de ce que l'on nomme la chromatine. Voici justement la structure réelle d'un nucléosome reconstitué par cryomicroscopie électronique, l'ADN en vert et jaune enroulé autour du cœur protéique des histones au centre. Les histones ne sont pas de simples bobines passives. Leurs extrémités, appelées queues, dépassent du nucléosome et peuvent recevoir toutes sortes de petites modifications chimiques, méthylation, acétylation, phosphorylation. En l'an 2000, le biologiste américain David Alice et son collègue Brian Strahl proposent dans la revue Nature l'hypothèse du code des histones. Ces modifications, seules ou combinées, formeraient un véritable langage moléculaire, lu par d'autres protéines pour décider si un gène doit s'exprimer ou rester silencieux. L'épigénétique ne se joue pas seulement sur un fil d'ADN posé à plat. Dans le noyau, chaque chromosome occupe un territoire précis, et la chromatine se replie en boucles qui rapprochent physiquement certaines régions du génome, tout en isolant d'autres. Ces boucles forment des domaines appelés domaines topologiquement associés. À l'intérieur d'un même domaine, un gène et son interrupteur régulateur peuvent se toucher. D'un domaine à l'autre, cette rencontre est bloquée. La position d'un gène dans cet espace en 3 dimensions influence directement son activité. En 1961, la généticienne britannique Mary Lyon propose une hypothèse audacieuse pour expliquer un mystère: pourquoi le pelage de certaines souris femelles forme des taches irrégulières de couleurs différentes. Chez les femelles qui possèdent 2 chromosomes X, l'un des deux serait, selon elle, inactivé au hasard dans chaque cellule au tout début du développement embryonnaire, puis ce choix serait fidèlement transmis à toutes les cellules filles. Cette hypothèse, aujourd'hui confirmée, explique aussi pourquoi les femmes sont, en réalité, une mosaïque de 2 populations de cellules. Le mécanisme derrière l'inactivation du chromosome X est aujourd'hui bien connu. Le chromosome voué au silence commence à produire une longue molécule d'ARN qui ne code aucune protéine appelée XIST. Cet ARN
reste sur place et enrobe littéralement le chromosome qui l'a produit comme un voile. Ce voile attire ensuite en cascade des protéines qui modifient les histones et méthylent l'ADN tout le long du chromosome jusqu'à le rendre durablement silencieux. Ce même chromosome X inactivé restera condensé et éteint dans toutes les cellules descendantes pendant toute la vie. En 1984, deux équipes, celle de Davor Solter et James McGrath d'une part, celle d'Azim Surani d'autre part, réalisent une expérience frappante chez la souris, des embryons fabriqués avec deux jeux de chromosomes venus uniquement du père ou uniquement de la mère ne se développent jamais normalement. Conclusion, certains gènes ne fonctionnent que lorsqu'ils viennent d'un parent précis et restent silencieux lorsqu'ils viennent de l'autre. C'est le phénomène de l'empreinte génomique, une marque épigénétique posée selon l'origine parentale du gène. Ces marques d'empreintes ne sont pourtant pas figées pour toujours. À chaque génération, elles doivent être effacées puis reposées. Ce graphique tiré de travaux sur l'embryon de souris montre le niveau de méthylation de l'ADN hérité du père en bleu et de la mère en rouge qui chute presque à zéro dans les tout premiers jours après la fécondation avant de remonter progressivement. Dans les cellules destinées à devenir des ovules ou des spermatozoïdes, ce nettoyage est encore plus complet, ce qui permet de réinitialiser l'empreinte selon le sexe du nouveau parent. Le généticien britannique Wolf Rake a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude précise de cette reprogrammation épigénétique, aussi bien dans les cellules reproductrices que dans les tout premiers jours de l'embryon. Ces travaux ont permis de cartographier, étape par étape, les vagues successives d'effacement et de repose de la méthylation de l'ADN observées sur le graphique précédent et d'identifier plusieurs des gènes responsables de l'empreinte génomique. Ces recherches ont posé une bonne partie du cadre que les scientifiques utilisent encore aujourd'hui pour étudier la reprogrammation épigénétique chez les mammifères. En 2003, les chercheurs américains Robert Waterland et Randy Gurtle de l'université Duke publient une expérience devenue une référence du domaine. Ils travaillent sur des souris génétiquement identiques, porteuses d'une variante du gène agouti qui, selon son niveau de méthylation, produit un pelage jaune et une forte tendance à l'obésité, ou au contraire un pelage brun et une bonne santé métabolique. En nourrissant les mères avec un régime riche en donneurs de méthyle, comme l'acide folique ou la vitamine B12 avant et pendant la gestation, ils parviennent à faire basculer la couleur et la santé de leurs petits. Voici la photographie devenue emblématique de cette expérience. Ces deux souris sont génétiquement identiques au niveau du gène agouti, même séquence d'ADN, rigoureusement. Seule la méthylation de ce gène diffère entre elles à cause du régime alimentaire suivi par leur mère avant leur naissance. La souris jaune, à la méthylation faible, est obèse et plus exposée au diabète et au cancer. La souris brune, à la méthylation élevée, est mince et en meilleure santé. L'alimentation maternelle a donc directement influencé l'expression d'un gène, sans toucher à une seule lettre de l'ADN. Chez l'humain, l'un des exemples les mieux documentés vient d'une tragédie historique. Durant l'hiver 1944-1945, l'occupant allemand impose un blocus alimentaire aux Pays-Bas occupés. Les rations tombent parfois sous les 500 calories par jour et plus de 20 000 personnes meurent de faim. Des décennies plus tard, les chercheurs ont pu étudier les personnes conçues durant cette famine précise. Résultat, à l'âge adulte, ces personnes présentent une méthylation modifiée sur certains gènes, dont le gène IGF-2, et un risque accru de maladies métaboliques et cardiovasculaires. En 2005, une étude publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines compare le profil épigénétique de 80 paires de vrais jumeaux, âgés de 3 à 74 ans. Les jumeaux les plus jeunes sont pratiquement indiscernables sur le plan épigénétique. Mais chez les jumeaux les plus âgés, les différences de méthylation de l'ADN et de modification des histones deviennent considérables, d'autant plus marquées que leurs modes de vie ont divergé. Deux personnes partageant le même ADN à la naissance peuvent donc accumuler au fil du temps des épigénomes très différents. Les chercheurs canadiens Michael Minet et Moshe Sif ont étudié des rats qui lèchent et toilettent plus ou moins intensément leurs petits durant les premiers jours de vie. Chez les petits ayant reçu beaucoup de soins maternels, un gène du cerveau, le récepteur aux glucocorticoïdes, se retrouve moins méthylé et donc plus actif, ce qui les rend, une fois adultes, mieux protégés face au stress. Fait crucial, cet effet n'est pas dû au gène de la mère, puisqu'il disparaît si l'on échange les petits entre mères plus ou moins intentionnées dès la naissance. Le généticien écossais Adrian Bird a découvert l'existence de protéines spécialisées dans la lecture de la méthylation de l'ADN, capables de s'y fixer précisément pour transmettre son message. La plus étudiée de ces protéines s'appelle MECP2. Lorsque le gène qui la fabrique est muté, cette protéine ne peut plus interpréter correctement les marques de méthylation dans le cerveau, ce qui provoque le syndrome de Rett, une maladie neurologique sévère touchant surtout les filles, environ une naissance sur 10 000.
Un défaut de lecture épigénétique peut donc à lui seul causer une maladie grave. Isabelle Mansoui est née en France, à Cornimont, et formée à l'université de Strasbourg, avant de diriger aujourd'hui son laboratoire à l'école polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse. Ses travaux montrent que, chez la souris, un stress précoce subi par de jeunes mâles modifie la composition de petites molécules d'ARN présentes dans leurs spermatozoïdes et que ces changements se transmettent aux générations suivantes, altérant leur comportement et leur métabolisme. Ces résultats solides chez la souris restent étudiés avec prudence chez l'humain, où les preuves directes d'une transmission aussi précise sont beaucoup plus difficiles à établir. Dans de nombreux cancers, des gènes protecteurs sont réduits au silence par une méthylation anormale de leurs promoteurs. Cette découverte a ouvert la voie à des médicaments dits épigénétiques. L'azacitidine et la décitabine bloquent les enzymes de méthylation et sont utilisées contre certaines leucémies. Le Vorinostat, premier médicament épigénétique approuvé en 2006, bloque à l'inverse les enzymes qui retirent l'acétylation des histones et traite certains lymphomes cutanés. Contrairement à une mutation, une marque épigénétique anormale peut en théorie être effacée. Venons-en maintenant à ce que la recherche française a précisément apporté à ce domaine. Une grande partie de cette histoire s'écrit à l'Institut Curie, à Paris, fondé par Marie Curie elle-même, et qui abrite aujourd'hui l'un des centres de recherche les plus actifs d'Europe en épigénétique et en biologie du développement. 3 chercheuses y ont marqué durablement la discipline, Edith Erd, Geneviève Almouzny et Déborah Boursis. Leurs travaux menés en France sont aujourd'hui cités dans le monde entier. Après un doctorat à Londres et un post-doctorat à l'Institut Pasteur, Edith Erd installe son laboratoire à l'Institut Curie en 2001, où elle dirige ensuite le département de génétique et biologie du développement. Elle démontre que l'inactivation du chromosome X se produit en réalité à 2 moments distincts du développement embryonnaire, une première fois dans les cellules destinées au placenta, puis une seconde fois indépendamment dans les cellules de l'embryon proprement dit. Avec le biologiste Job Decker, elle contribue aussi à la découverte des domaines topologiques du génome évoqués plus tôt. Ses travaux lui vaudront la médaille d'or du CNRS en 2024. Geneviève Almouzny dirige depuis 1999 une équipe de recherche sur la dynamique de la chromatine à l'Institut Curie. En 2013, elle devient directrice de la recherche de l'Institut, seulement la 3e femme à occuper ce poste après Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Ces travaux montrent comment les nucléosomes sont assemblés et transmis fidèlement lors de la division cellulaire, une forme de mémoire de la chromatine indispensable pour que chaque cellule fille conserve l'identité de sa cellule mère. Elle a aussi coordonné un grand réseau de recherche européen sur l'épigénétique et étudié le lien entre organisation de la chromatine et cancer. Déborah Boursis dirige une équipe à l'Institut Curie consacrée à la méthylation de l'ADN dans les cellules reproductrices. Durant son post-doctorat, elle identifie le rôle exact d'une protéine DNMT3L, un cofacteur indispensable pour déclencher la méthylation de l'ADN dans les ovules et les spermatozoïdes en formation. Plus tard, son équipe découvre une toute nouvelle enzyme de méthylation DNMT3C, jusque-là passée inaperçue, qui protège spécifiquement les cellules reproductrices mâles contre l'activité de séquences d'ADN parasites appelées transposons. Ces travaux lui ont valu le prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant. Ces travaux ne reposent pas sur des chercheuses isolées, mais sur tout un réseau français structuré. Le CNRS animait un groupement de recherche dédié spécifiquement à l'épigénétique, réunissant des laboratoires à travers le pays. À Paris, le Centre épigénétique et destin cellulaire associe le CNRS et l'Université de Paris. L'infrastructure nationale France Génomique, qui rassemble notamment l'ENSERM, le CNRS, et l'Institut Curie met en commun des plateformes de séquençage capables de cartographier non seulement l'ADN, mais aussi ses marques épigénétiques à grande échelle. Récapitulons ce qui est aujourd'hui solidement établi, la méthylation de l'ADN, l'inactivation du chromosome X, l'empreinte génomique, la dérive épigénétique des jumeaux et les effets biologiques de la famine ou des soins maternels. Tout cela repose sur des expériences reproduites et vérifiées. D'autres questions, en particulier l'ampleur exacte d'une transmission épigénétique entre générations humaines, restent activement débattues et la prudence scientifique reste de mise. Ce qui est certain, c'est qu'au-dessus du gène, une couche entière d'informations reste à explorer et que des laboratoires français y tiennent une place de premier plan. Merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout.